Jean Deutsch, vous êtes généticien, vous avez enseigné la génétique et la zoologie et vous êtes professeur émérite à l'université Pierre et Marie Curie. Vous publiez Le corbeau qui tenait dans son bec un outil aux éditions du Seuil. Votre livre se présente un peu comme un recueil de nouvelles, comme une série d'histoires à chaque fois sur un cas particulier d'évolution dans une espèce animale. Je voulais vous demander en quoi cette forme d'une série de petites histoires se prête à votre sujet. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'exposer les choses de cette façon plutôt que comme un exposé linéaire? Est-ce que c'est lié à la manière dont vous voulez présenter les idées de l'évolution? Eh bien, je pense qu'un traité complet sur la théorie de l'évolution en fait a peu d'impact. Et je pense que c'est préférable, pour bien faire comprendre la théorie de l'évolution qui est en général mal comprise, même parfois par des biologistes, et c'est préférable de pratiquer de cette façon-là, c'est-à-dire de partir d'une question et de traiter une question à partir d'exemples précis. Bon, parce que ça vous permet peut-être mieux de raconter la succession des idées qu'il y a eu et en quoi la théorie n'est pas arrivée toute faite. Aussi, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est raconter l'histoire des idées scientifiques et de montrer par là que la science ne délivre pas des vérités toutes faites. Et ça me paraît un point très important. Alors je vous propose d'illustrer cette démarche sur un de vos exemples qui est l'histoire d'un poisson qui s'appelle Astyanax, comme le personnage de l'Iliade, le fils d'Hector dans l'Iliade. Et ce poisson a toute une histoire évolutive et toute une histoire scientifique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu Alors, c'est un poisson du Mexique et aussi du sud des États-Unis. Et au Mexique, il y a deux formes de ce poisson qui sont en fait toujours la même espèce, mais une forme qui vit dans des grottes souterraines et une forme qu'on appelle épigée, c'est-à-dire qui vit dans des rivières de surface. Et la forme qui vit dans des grottes souterraines est aveugle. Et donc, évidemment, ça fait penser au principe lamarckien de l'usage et du non-usage. C'est-à-dire Lamarck disait si un organe n'est pas utilisé, il va s'affaiblir et finir par disparaître. Donc c'est toujours dans une logique d'hérédité des caractères acquis. Dans une logique d'hérédité des caractères acquis, et c'est très clair, c'est un des principes que Lamarck définit comme une des deux lois dans la philosophie zoologique. Et alors comment on peut expliquer autrement le fait que ce poisson soit devenu aveugle? Alors, il y a des études récentes qui ont été pratiquées sur ce poisson, sur les deux formes de ce poisson, et ces études donc portent sur cette discipline qu'on appelle aujourd'hui Evo-Devo, dans lesquelles on relie le mécanisme du développement à l'évolution. Et des chercheurs en France et aux États-Unis ont montré qu'il y a en fait, ce qui se passe, c'est que la perte des yeux est la conséquence, finalement, d'un avantage qui est la multiplication des récepteurs olfactifs et chimiosensibles et tactiles de ces poissons. Alors, c'est certain que les poissons, pour les poissons des cavernes, il n'y a pas... la perte de l'œil n'a pas de grande importance. Et au contraire, avoir plus de récepteurs tactiles et olfactifs est un avantage considérable. Or, il se trouve que les mécanismes du développement, du point de vue génétique, sont branchés. C'est-à-dire qu'à une certaine étape du développement, on a une molécule qui va favoriser l'œil ou bien favoriser le développement de ces récepteurs gustatifs et tactiles. Et donc, ce qu'on va donner vers les récepteurs gustatifs et tactiles, eh bien, va être au détriment de la formation de l'œil. Donc en fait, l'œil n'a pas disparu
comme le pensait Lamarck, parce qu'il n'était pas utilisé. Il a disparu parce qu'il y a un coût d'avoir un organe de perception. Et il y a un avantage à avoir ces organes de perception. Donc en fait, c'est un mécanisme darwinien ou de sélection positive darwinienne, en faveur d'un avantage sélectif. Voilà, donc ce qui est sélectionné, c'est la transformation de l'œil en autre chose qui va servir. C'est pas exactement la transformation de l'œil, parce que l'œil ne se transforme pas. L'œil, en fait, est perdu, mais c'est du fait que les mécanismes de développement au niveau moléculaire sont branchés en quelque sorte. Il y a une branche qui va partir vers la formation de l'œil et une branche qui va partir vers la formation de ces récepteurs neurosensoriels. Alors il y a un autre exemple que vous évoquez, c'est le problème des callosités, les genoux du chameau. Bon. Et là aussi, il y avait une explication lamarckienne qui était de dire c'est le renforcement par l'usage, comme ça lui sert, ce caractère se renforce. Et là aussi, vous expliquez que en fait, la théorie de l'évolution a une autre analyse du... Voilà, alors ce qui est remarquable dans cette histoire du chameau, c'est que déjà Buffon, avant Lamarck, avait remarqué ces callosités du chameau. Et il avait remarqué aussi que les callosités apparaissent avant même que le chameau puisse frotter ses jambes sur le sol, puisqu'elles sont présentes dès l'embryon. Et donc ça pose un problème par rapport à la théorie lamarckienne où les callosités seraient apparues par l'usage du frottement des genoux sur le sol. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, comment expliquer que les embryons qui n'ont jamais frotté leurs genoux sur le sol aient déjà des callosités? En fait, la proposition de Waddington, qui a fait cette proposition dans les années 1940, c'est que, en fait, les mécanismes de développement qui sont à la base de la formation de ces callosités dépendent des gènes. Et donc il y aurait une variabilité génétique. Et donc c'est sélectionné au niveau du développement. Alors il y a une autre histoire, c'est l'histoire du corbeau qui tenait dans son bec un outil. Donc, le corbeau se sert d'outils pour attraper de la nourriture. Il fabrique des espèces de crochets. Comment cette capacité à fabriquer des outils se transmet chez les corbeaux ? Alors c'est très clair qu'elle se transmet par apprentissage. Et la structure de ces corbeaux, qui sont des corbeaux de Nouvelle-Calédonie, est une structure assez particulière chez les corbeaux, dans ce sens que c'est des petits groupes qui sont en fait un noyau nucléaire familial composé des deux parents et des plus jeunes enfants. Et le groupe, les jeunes de plus d'un an restent au contact de leurs parents, ce qui déjà permet évidemment une transmission des parents aux enfants. Et d'ailleurs, on a vu que les corbeaux les plus jeunes sont bien plus malhabiles pour fabriquer ces outils et pour s'en servir pour attraper des proies que les adultes. Et d'autre part, on a vu réellement des anciens enseigner la fabrication d'outils à des jeunes. Et qui surveillent la fabrication d'outils des jeunes et qui leur montrent comment il faut faire. Donc là, on n'est pas du tout dans une transmission génétique. On n'est pas du tout dans une transmission génétique, mais on est dans un système héréditaire. Donc c'est quelque chose d'important, à mon avis, de comprendre que toute l'hérédité n'est pas génétique. Il y a une hérédité culturelle, et bon, s'exprime de manière très claire dans les expressions la langue maternelle. C'est bien une langue qui est transmise par la mère, enfin par les parents, et cette langue, en fait, c'est pas un caractère biologique. Ce qui peut être biologique, c'est la capacité qu'ont les hommes de parler, mais c'est certainement pas de parler le chinois plutôt que l'anglais ou le français. Et donc ça, c'est un caractère culturel qui est transmissible et qui est donc héréditaire, mais qui n'est pas biologique et qui n'est pas génétique.